Première apparition des mutins de Côte d'Ivoire une semaine après le coup de force. Notre mouvement est militaire, pas politique, disent-ils. L'évacuation des 7 à 800 étrangers de la ville de Bouaké se poursuit dans le calme. Un projet d'attentat peut être déjoué dans un avion sur une ligne franco-marocaine. Lors d'un contrôle de routine, un pain de 100 grammes d'explosifs a été découvert entre deux sièges. Sangatte, la France va offrir 2000 € à chaque émigré afghan qui accepterait de rentrer dans son pays. Le centre fermera au plus tard en avril prochain, ont confirmé Nicolas Sarkozy et David Blunkett en visite sur place. Une débauche de nouveautés pour conjurer la crise au mondial de l'automobile. Tendance dominante, la frime et aussi le retour du grand, du spacieux. Ouverture au public samedi. Enfin, le Tour de France 2003, celui du centenaire. Information France 2, il partira de Paris. Prologue autour de la Maison de la Radio et départ du Stade de France. Une immense fête en perspective. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Le temps semble suspendu ce soir à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire. Les combats ont cessé pendant 48 heures pour permettre les évacuations. Français, Américains, les ressortissants étrangers sont restés cloîtrés chez eux pendant une semaine. À l'heure du départ, ils sont tristes mais soulagés. Envoyés spéciaux à Bouaké, Éric Monnier, Bruno Giraudon, Frédéric Ranck. Le feu vert politique d'une évacuation des ressortissants français et occidentaux de Bouaké a été donné dans la matinée. En milieu d'après-midi, les soldats français avaient pris position en ville. La route ainsi ouverte mettant fin pour les familles à 8 jours d'angoisse. On est content, on est très content, mais on pense à nos amis ivoiriens qui restent ici. Et donc voilà, on est content de partir quand même. On est content de partir? Ah bah oui, soulagé surtout. Hein. Vous partez où? On part à Yacro là, dans un premier temps. Vous avez toutes vos affaires, tout? Oui, on a pris l'essentiel quoi. Hein. Merci. Hein. Un flot de véhicules dont il est difficile d'évaluer le nombre. À leur bord, des Français, mais aussi beaucoup de commerçants libanais et des Ivoiriens, parfois à la recherche d'un véhicule. Ouais, seulement les petits. La dame et le petit, là, ils restent sur place. On va vous évacuer après, dès qu'on trouve une voiture. Il y a de la place dans la voiture. Les autres, vous pouvez commencer à la pied, monsieur, déjà. Ah bon. Voilà donc l'axe Alpha, une route plein sud, sécurisée par les militaires français et par laquelle vont évacuer tous ceux qui le souhaitent. Pour certains, ça sera dès demain à Yamoussoukro, Abidjan ou même la France. Petite provocation sans importance, sous les yeux des militaires français, en sens inverse, les mutins à pleine vitesse. Sur la route aussi, François-Xavier, Florence et leurs 4 enfants. Une famille que nous avions rencontrée le matin chez eux, en plein préparatif. Il est prêt à partir. Eux aussi tristes de quitter cette ville, ce pays qu'ils aiment, mais soulagés. Leur maison n'est située qu'à quelques centaines de mètres du camp militaire objectif de la dernière contre-attaque gouvernementale il y a 48 heures. Tu le vois aussi? Donc ça c'est devant la maison là. Ça c'est juste devant la maison. Et devant la maison, on voit les balles au sol, regardez. Juste devant la maison là. Ce soir, sur l'axe Alpha, la file d'automobiles n'en finit pas de grossir. Tous ceux qui roulent et un peu d'essence est littéralement pris d'assaut. Beaucoup d'habitants de Bouaké, de toute nationalité, ont décidé de partir. Une dernière minute, Washington appelle les Américains à quitter la Côte d'Ivoire. Depuis une semaine, les auteurs du coup de force restent mal identifiés. Ce soir, ils ont au moins un visage, celui d'un adjudant qui se présente comme leur chef à Bouaké. Notre équipe a pu s'entretenir avec lui. On retrouve sur place Éric Monnier. L'évacuation des Occidentaux est négociée depuis ce matin avec les maîtres de la ville. Ceux-là même qui refusent qu'on les appelle des mutins, mais seulement militaires ivoiriens. Celui qui se présente comme leur aîné plus que leur chef, l'adjudant Thio Fosier, est un soldat ivoirien recherché, réfugié à l'étranger ces dernières années. Devant la caméra, il nous livre ses vérités. Donc vous avez des revendications, d'accord, des revendications de réintégration, des revendications salariales, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout a été posé sur la table, ils le savent très bien. Est-ce qu'il y a un chef militaire, un chef politique, pardon, derrière vous? Je dis non. Non. Aucun chef politique. Il n'y a pas d'homme politique? Aucun chef politique, à ma connaissance. Et je pense bien, puisque nous causons, nous nous réunissons à chaque fois, personne n'a jamais levé le doigt pour me parler d'un chef politique. Vous avez l'appui de forces étrangères, comme on le dit? Nous, je regrette. Nous nous débrouillons depuis longtemps et nous sommes prêts à nous débrouiller avec nos moyens de bord. Ça veut dire qu'il n'y a que des Ivoiriens avec vous? Il n'y a que des Ivoiriens. Vous êtes à Bouaké, Dieu merci. Et que ça vous posez la question, vérifiez, trouvez-moi un seul indice qui vous dit, écoute, M. Fosier, vous nous aviez dit ceci, voilà une preuve.
À partir de ce moment, je me rabaisserai pour vous dire, ok, vous aviez raison, vous aviez tort. Aujourd'hui déjà, n'eût été la négociation française, à cause des étrangers qui sont sur le territoire de Bouaké, vous ne me trouverez pas là. Nous n'étions pas là. Ça veut dire que vous auriez... Vous aurez trouvé de la garde ici, Ouais. sur place. Et vous, vous seriez où alors? Nous serons déjà partis. Nous partons pour Abidjan. Vous allez repartir vers Abidjan? Nous partons pour Abidjan. Okay. Oui. Une menace assortie d'un appel au ralliement des soldats des forces loyalistes. Des forces loyalistes qui, elles, se renforcent pour en découdre. La crise ivoirienne apparaît chaque jour un peu plus inextricable. Et une manifestation plus ou moins spontanée de soutien aux rebelles s'est par ailleurs déroulée dans la ville au cri de Gbagbo dehors. Laurent Gbagbo qui est, je vous le rappelle, le président en exercice de la Côte d'Ivoire. Dernière information, les combats en ville, ils auraient fait au moins une centaine de morts depuis donc une semaine. L'actualité en France avec d'abord cette découverte dans un avion de la compagnie Royal Air Maroc arrivé hier soir à l'aéroport de Metz-Nancy en provenance de Marrakech. Un chien des douanes a reniflé un paquet suspect. À l'intérieur, 100 grammes d'explosifs cachés entre deux sièges. La police antiterroriste est saisie. Audrey Goutard. Un contrôle de routine et le flair des chiens de la douane. Dans le Boeing de la Royal Air Maroc, ils ont trouvé 98 grammes de peintrite cachés dans un accoudoir. Les faits se sont déroulés hier soir. L'avion qui venait de Marrakech s'était posé à l'aéroport de Metz. La découverte a été faite juste après le débarquement des 170 passagers. Si la charge n'a pas explosé, c'est qu'il n'y avait pas de déclencheur de mise à feu. Un mystère pour les enquêteurs antiterroristes. Mais les policiers et les douaniers se félicitent de leur système de détection. Depuis le 11 septembre, vous savez, comme moi, le budget de la sûreté et de la sécurité a été multiplié par 4. Et c'est vrai que il y a eu de gros efforts faits de ce côté-là. Même s'il reste encore à en faire. Mais je dis que oui, aujourd'hui, la circulation et le transport aérien a été beaucoup sécurisé. Il y a eu Richard Reed et sa chaussure piégée, puis Karim Tchati, surpris muni d'un pistolet automatique. Depuis le 11 septembre, les alertes se multiplient sur les vols internationaux. Elles sont inquiétantes, mais pour l'instant, ces tentatives d'attentat restent très artisanales. À propos de terrorisme, ces nouvelles accusations américaines contre l'Irak, nous savons que Bagdad a formé des membres d'Al-Qaïda à la manipulation d'armes chimiques. C'est ce qu'a déclaré l'entourage de George Bush aujourd'hui. Le ton monte donc, mais les preuves manquent toujours. Sur place à Washington, Étienne Lénart. Comment, après avoir abondamment tapé sur Oussama Ben Laden et sur ses ouailles, convaincre l'Amérique que Saddam Hussein est au moins aussi dangereux et que laisser le président irakien en place à Bagdad, c'est préparer les États-Unis à un deuxième 11 septembre. À cette question, George Bush et son entourage ont trouvé la solution. Mélanger allègrement les deux et voir à terme ce qu'en retiendra l'opinion. Oui, il y a des contacts entre l'Irak et Al-Qaïda. Nous savons que Saddam Hussein a un long passé de terroriste et il y a des membres du réseau d'Oussama Ben Laden qui ont trouvé refuge à Bagdad. Dit comme cela, c'est limpide, mais Mme Rice, qui cite les interrogatoires de certains détenus, n'apporte aucune preuve. Pas de preuve non plus de révélations faites juste après les attentats de l'année dernière, selon lesquelles un responsable des services secrets irakiens aurait rencontré à Prague l'un des pirates de l'air, Mohamed Atta. Au diable les preuves, l'important c'est la direction à prendre. Ben Laden se cache contrairement à Saddam Hussein et les deux travaillent de concert. Le danger, c'est qu'Al-Qaïda devienne le prolongement de la folie de Saddam. En termes d'opinion publique, la campagne en tout cas a le mérite de fonctionner et de justifier la guerre. Une majorité d'Américains se disent désormais favorables à une intervention militaire en Irak. Et pendant ce temps, les bombardements américains et britanniques continuent en Irak. Le système radar de l'aéroport de Bassora a ainsi été détruit aujourd'hui. Des bombardements réguliers depuis la guerre du Golfe et l'imposition de zones d'exclusion aérienne par l'ONU. L'ONU où les discussions se poursuivent, mais ne progressent pas sur une éventuelle résolution préalable au retour des inspecteurs. Deux images encore à l'étranger. D'abord, cette attaque ciblée israélienne contre une voiture qui abritait deux activistes du mouvement Hamas à Gaza. L'organisation promet une vengeance sanglante. 4 autres Palestiniens et un officier israélien ont également été tués aujourd'hui lors de divers affrontements, dont
un bébé palestinien de 15 mois étouffé par des gaz lacrymogènes à Hébron. À Ramallah, le siège de Yasser Arafat se poursuit. Et puis le procès de Slobodan Milosevic, il reprend et entre dans une nouvelle phase. Le volet consacré au Kosovo est terminé. Place maintenant aux faits concernant les guerres de Croatie et de Bosnie. On parlera donc notamment du siège de Sarajevo et du massacre de Srebrenica. Le centre de réfugiés de Sangatte fermera bien ses portes au plus tard en avril. Confirmation de Nicolas Sarkozy en visite sur place. Plus aucun arrivant ne sera accepté à partir de la mi-novembre. Pour les autres, ceux qui sont déjà là, eh bien la France propose un marché, 2 000 € contre le retour au pays. Proposition réservée pour l'instant aux ressortissants afghans sur place à Sangatte. Zindine Boudaoud, Sylvain Gauthier. Juste, je vous demande 2 minutes pour pouvoir passer. Voilà, je voudrais voir les habitants. Le ministre de l'Intérieur est attendu avec impatience par les 900 habitants de Sangatte. Il leur a promis de fermer le centre de réfugiés. Ils veulent maintenant savoir quand et comment. Nous, les Sangatois, on est quand même des êtres humains, ce sont des êtres humains. On a mal au cœur pour ces gens, on ne sait pas quoi faire. Mais la solution, je vous l'ai donnée. La solution, elle est là. Elle n'est pas de rester à Sangatte. Non, les habitants chez eux. L'avenir d'un Afghan... Vous pensez honnêtement qu'ils ont envie de retourner chez eux? Madame, l'avenir d'un Afghan, c'est de participer à la reconstruction de l'Afghanistan. Oui. Apparemment, ces villageois sont convaincus. Comme quelqu'un qui a bougé. Reste encore à convaincre les principaux intéressés. Voilà pourquoi Nicolas Sarkozy est accompagné du ministre afghan aux réfugiés. La France propose un plan d'aide au retour au pays pour les Afghans volontaires. 2 000 € par personne en guise de billet retour. La coopération britannique est requise. Leur représentant, le ministre David Blunkett, promet une réforme plus stricte du droit d'asile pour tenter de rendre l'Angleterre moins attractive aux yeux des clandestins. Le centre de Sangatte n'aurait alors plus aucune raison d'exister. C'est du moins l'avis des autorités françaises. Oui, alors 2 000 €, c'est l'équivalent de 4 ans de salaire moyen d'un professeur en Afghanistan. Quel écho a reçu cette proposition? Les premières réactions, on retrouve Zindine Boudaoud sur place. Les réfugiés de Sangatte ont du mal à se faire une raison. Au printemps prochain, ils devront partir. Où les gens vont-ils aller après? Dans ce camp, il y a 1800 personnes, la plupart sont irakiens. Pour fuir l'Afghanistan, ces hommes ont sacrifié toutes leurs économies, plus de 6 000 €. La France leur en propose 2 000 pour rentrer chez eux. 2 000 €, cela ne résout pas tous les problèmes, ce n'est pas un problème d'argent. L'Afghanistan n'est pas un pays sûr encore. Vous ne voulez pas rentrer en Afghanistan? Jamais. Quand ce sera bien pour nous, je veux dire les conditions de vie, d'éducation, nous rentrerons, mais pas maintenant. Ces jeunes réfugiés rêvent encore de l'Angleterre, ils seront difficiles à convaincre. On demande aux États de se coordonner et de partager la responsabilité d'accueillir ceux qui sont persécutés et de raccompagner le plus dignement possible les personnes qui doivent vivre chez elles. Dans 2 mois, plus aucun réfugié ne sera admis à Sangatte. La fermeture est programmée au printemps prochain. Justice, le tueur en série Patrice Allègre, soupçonné d'un nouveau crime, déjà condamné à la prison à perpétuité, vous le savez, pour les meurtres de 5 femmes. Il a été entendu aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une adolescente de 16 ans. Elle avait été retrouvée morte en 1990. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y avait pas jusque-là, dans ce genre d'affaires, d'outils permettant de centraliser les données. Eh bien, c'est chose faite. Un logiciel tenu secret va permettre de croiser les enquêtes pour débusquer les tueurs et les violeurs en série. Stéphane Bretner, Bernard Puissesseau. Ce visage, c'est celui de Francis Holm, l'un des plus grands tueurs en série français. De son premier crime en 1984 à son arrestation en 92, il se sera écoulé 8 ans, le temps pour le routard du crime de tuer 10 autres fois. À l'époque, les enquêteurs ne disposaient que de moyens archaïques pour recouper leurs informations d'un département à l'autre. Vous avez jusqu'à présent, donc en France, c'était le système tout simplement artisanal. Cela se passait de bouche à oreille. Un collègue appelait un autre collègue dans un autre groupe criminel en lui disant « Écoute, j'ai un crime qui est non élucidé, ça s'est passé comme ci, comme ça. » Je vais regarder. Un amateurisme stupéfiant que tente d'effacer la France. Depuis quelques années, la gendarmerie dispose d'un logiciel d'analyse criminelle.
Mais à partir de janvier prochain, une unité spéciale chargée de traquer les tueurs en série va se mettre en place. Elle sera composée de policiers et de gendarmes qui utiliseront un nouveau logiciel baptisé Salvac. Salvac a pour vocation, à partir des données de plusieurs dossiers, d'établir s'il y a un lien entre ces dossiers. Pour chaque crime, les enquêteurs devront recenser plus de 200 données jusqu'au moindre détail, de la position du corps à la météo ce jour-là. Autre avantage, certains pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne utilisent déjà ce logiciel. Les Français pourront donc échanger et recouper leurs informations avec leurs voisins. L'informatique, mais aussi depuis quelques mois des profileurs, policiers et gendarmes pour contrer les tueurs en série. Il faut pouvoir apporter une lecture humaine, donner une dimension psychologique et puis réagir au niveau des unités pour les aider justement à faire une analyse comportementale quand il y a une sérialité de fait. Avec Salvac, c'est une nouvelle philosophie que les enquêteurs devront apprendre. Une démarche qui aurait sans doute évité que Guy Georges ou Patrice Allègre ne deviennent des tueurs en série. Un autre outil maintenant, mais destiné à la lutte contre l'insécurité au sens large du terme. Les chiffres sont si souvent contestés que l'initiative de la ville de Roubaix suscite un réel intérêt. Quartier par quartier, bloc par bloc, tous les actes, délits et même incivilités sont systématiquement recensés par la police, mais aussi par les organismes HLM, gardiens d'immeubles, proviseurs, SNCF et autres. Résultat, une cartographie de la délinquance. Aurélia Guillemin, Luc de Victourte. Roubaix. 98 000 habitants, 11 000 délits chaque année. Si depuis 10 ans la ville a changé, la délinquance, elle, ne régresse pas. C'est en partant de ce constat que Jean-Luc Besson a conçu Géoprévention, un logiciel informatique chargé d'établir la carte de la délinquance roubaisienne. Donc là, ici, ce sont des atteintes aux biens. Ici, c'est une atteinte à la personne, donc c'est une agression. Ici, c'est une incivilité. Ici, c'est une autre atteinte. Je vois aussi qu'il y a des cercles, et ces cercles me disent qu'il y a une concentration de faits sur cette zone-là. Donc moi, en tant que responsable de la police municipale, je vais envoyer mes policiers non seulement dans cette rue, mais je vais aussi les envoyer particulièrement sur cette zone géographique qui m'est signalée par l'ordinateur. Vol de voiture, tag, dégradation, chaque infraction est localisée. La source ? Les 200 agents de police de la ville, mais aussi les agents de transport, les services d'entretien, bref, tous les observateurs de la délinquance quotidienne. Kamel, conseiller clientèle dans ce quartier HLM, en dresse chaque jour le constat. Au début, c'est un petit papier qu'on retrouve dans le hall d'entrée. Si on laisse faire, après, c'est des amas d'ordures, c'est du squat, c'est des dégradations. Il y a énormément de casse. On n'est pas dans le cadre de la délation, on n'est pas là pour donner des noms. On est simplement là pour faire monter les dysfonctionnements. Si le système est encore expérimental, certains l'apparentent déjà à Big Brother. D'ici la fin de l'année, pourtant, si elle fait ses preuves, la cartographie de la délinquance pourrait bien être utilisée pour d'autres villes. Économie, une enquête sur la dérive des prix de l'eau. Elle est réalisée par le mensuel Capital. Explosion des tarifs, opacité du système. Un exemple à Aulnay-sous-Bois, plus 86% en 10 ans quand même. Martin Gouès, Patrick Voix. Château Aulnay-sous-Bois, millésime 2002, l'eau la plus chère de France. Ici, quand on reçoit sa facture, c'est toujours la douche froide. L'eau tous les ans est un peu plus chère. J'ai comparé deux factures, une de 97 et une de 2002. Il s'est avéré que le taux d'augmentation est de plus de 10%. Donc voilà, en 97, je payais donc le mètre cube d'eau un peu plus d'1,02 €. Et là, je suis à plus de 1,34 €. Plus 10% en 5 ans, plus 86% avec les taxes depuis 1992. Aulnay détient le record du mètre cube le plus cher, 3,77 €, devant Saint-Étienne, Montreuil, Dunkerque et Champigny. Pour les distributeurs, la raison de cette envolée des prix, c'est la mise aux normes européennes du réseau. Aujourd'hui, les règles en matière d'eau se font au niveau européen. Alors, la France a fait les investissements nécessaires depuis un certain temps. Ça a un impact qui, en effet, est assez important sur le prix de l'eau. Suppression des tuyaux en plomb, lutte anti-pollution pour assainir l'eau, les travaux coûtent cher. Mais si l'eau est de plus en plus claire, les comptes restent opaques. Certains élus se sont battus pour plus de transparence. Il nous a fallu une partie de bras de fer qui au total a duré plusieurs années pour pouvoir calculer le juste prix de l'eau que nous allions ensuite refacturer à chacun des abonnés.
Pour un distributeur, un contrat avec une municipalité, c'est un chiffre d'affaires assuré pour plus de 10 ans. Une rente de situation que se partagent 3 grands groupes français. La journée nationale de la protection de l'enfance. Chaque année, l'Observatoire de l'action sociale livre à cette occasion les résultats de son enquête. Il estime à 18 000 le nombre d'enfants maltraités, chiffre stable par rapport à l'année 2000, et qui inclut les violences graves, notamment les abus sexuels, mais aussi les violences psychologiques et même dans certains cas les négligences. En ce qui concerne la prise en charge, les efforts se poursuivent. Exemple, sauf exception, on ne sépare plus les frères et les sœurs. Reportage Laetitia Legendre, Caroline Boiteau. Les enfants du foyer rentrent tout juste de l'école, mais pour Laure et ses 2 sœurs, c'est un autre sac qu'il faut préparer. Aujourd'hui, elles partent en week-end chez leur mère, dont elles sont séparées depuis 4 ans. Pas question d'oublier quelque chose, Maurice le poisson rouge et même du voyage. Ma mère, pour le moment, elle ne peut pas tous nous récupérer, on est 6. Il faut qu'elle trouve un boulot. Donc on va attendre encore et puis on verra. Lors de leur placement en foyer, Laure et ses sœurs n'ont pas été séparées. Le lien avec leur famille a été préservé. Ici, pas question de juger les parents, on préfère les accompagner dans l'éducation des enfants. Au lieu que ce soit le parent qui se préoccupe d'eux, ils se préoccupent de leurs parents, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une inversion des rôles. Donc l'objectif est à la fois que le parent soit aidé de son côté, par d'autres travailleurs sociaux, et nous, que nous aidions l'enfant à vivre sa vie d'enfant. Alors Jacques, je te préviens, il n'y a pas de gâteau en dessert si tu ne manges pas un peu de tout, Jacques. Maltraitance, négligence, abus, les enfants sont placés ici par le juge pour de multiples raisons. Dans 85% des cas, les auteurs de mauvais traitements font partie de la famille. Papa et maman s'arrêtaient pas de s'engueuler que maman est venue malade parce qu'on n'arrêtait pas de crier. Bah alors je suis venue dans ce foyer. Et tu le trouves comment ce foyer alors? Bien, parce que ça me fait reposer. Une seule chose à faire, lui donner toutes vos courses, sinon il vous... La journée s'achève, une dernière petite histoire pour faire oublier aux tout petits le temps d'une nuit, ces problèmes trop lourds pour eux. C'est un moment important parce qu'il y a plein d'angoisse qui surgit, donc il faut pouvoir prendre le temps, passer vers chacun, le rassurer, c'est la lumière allumée, c'est le petit mot. Les enfants resteront 3 ans au foyer en moyenne, avant de repartir si possible dans leur famille. L'an dernier, 85 000 enfants en danger ont été signalés aux services sociaux. Faire rêver et faire envie, malgré une conjoncture maussade, c'est l'une des tendances du mondial de l'automobile qui accueillera le public à partir de samedi. Illustration de cette tendance, voici la voiture la plus chère du salon, la flamboyante Ferrari Enzo, du nom du fondateur de la marque, tout en démesure, 660 chevaux, 350 km/h, pas franchement en phase avec les dernières réunions sur la sécurité routière. Enfin, un détail, le prix. 675 000 €, 4 500 000 francs. Autre tendance, l'ère Twingo et Smart est refermée. L'ère de la miniaturisation, c'est maintenant le retour du grand et du spacieux. Sur place, Luc Bazizin, Jean-François Monnier. Des centimètres, toujours plus de centimètres. À chaque génération de voitures, du plus petit modèle au plus grand, les véhicules ont tendance à gagner de l'embonpoint. Regardez par exemple la nouvelle Mégane, beaucoup plus cubique que la précédente. Elle gagne 8 cm en hauteur comme en largeur. Et le nouvel espace lui aussi grandit sous toutes ses dimensions. Les raisons sont multiples et parfois inattendues. Les constructeurs automobiles qui mesurent sans cesse les individus ont vu qu'ils grandissaient. Bon, on ne va pas tous devenir des géants, mais enfin, l'adulte de 2010, il n'a plus rien à voir avec celui de 1950 sur le plan morphologique, donc c'est normal qu'on l'ait accompagné dans cette augmentation de taille. Cela deviendrait donc une habitude. Les enfants seraient toujours plus grands que leurs parents. La C3 plurielle de Citroën, par exemple, change d'allure et donc de mesure. De berline en cabriolet, de speeder en pick-up, elle se transforme. Elle dépasse de 33 cm en longueur l'ancienne AX et de 18 cm en hauteur. Le nouveau monospace 807, lui aussi, voit la vie en grand. Plus de place à l'intérieur, plus d'astuces à loger, comme ce petit miroir pour jeter un coup d'œil aux enfants, mais aussi et surtout plus d'équipements de sécurité. Nous avons besoin d'espace en latéral, besoin de laisser la faculté à des airbags rideaux pour protéger la tête, des airbags de thorax de se développer. Toutes ces choses-là ont également tendance à amener naturellement une certaine augmentation des cotes des voitures. Même Smart, connu pour sa taille de guêpe, présente un nouveau modèle sportif plus long de 1 mètre. De quoi décoiffer les idées reçues sur la petite citadine. L'allemand BMW ne fait pas exception à la règle avec la Z4. Il y en a donc pour tous les goûts, avec pour chaque modèle un point commun, la folie des grandeurs.
Voilà, alors pour corriger le mauvais exemple de la Ferrari, et puisqu'on parlait la semaine dernière du bridage des moteurs comme d'une utopie, eh bien en voici un exemple concret, ça existe. Sébastien Leguet, Mathieu Drejoux. Voici comment on limite la vitesse d'un camion avant de le vendre. Dans cette mallette, il y a de quoi faire proprement et rapidement l'opération. Le limiteur donne un ordre électronique au moteur. Au-delà de 85 km/h, il n'y a plus d'injection de gasoil. On le programme, on rentre sur notre clavier, la vitesse de limitation, on valide et plus personne ne peut rentrer dedans. La directive du Parlement européen étend cette mesure aux petits camions de 3,5 tonnes à 12 tonnes. Ils seront bridés à 90 km/h. Premiers concernés, les messageries et les transporteurs d'urgence. À partir de 2004, toute la flotte de cette compagnie sera équipée de limiteurs. On peut accélérer autant qu'on veut et ça bougera pas. La compagnie n'est pas contre, mais elle a une crainte, qu'à l'échelle internationale, tout le monde ne soit pas soumis à la même loi. On va être confronté à une concurrence commerciale déloyale et on aura des difficultés effectivement à faire passer nos prix de vente. Voilà. Pour les associations de lutte pour la sécurité routière, ce projet devrait soulager les chauffeurs au rythme de travail difficile. Sur la route, ils n'auront plus à se soucier des limites de vitesse. Pour chaque conducteur, c'est sans doute une amélioration, même s'ils n'en sont pas persuadés tout de suite. Selon une enquête de la sécurité routière, 6 camions sur 10 dépassent fréquemment la vitesse autorisée sur les autoroutes et les routes nationales. Enfin, l'ouverture de ce mondial de l'automobile coïncide avec l'arrestation ces derniers jours de 2 réseaux spécialisés dans une technique venue des États-Unis. Là-bas, on l'appelle le homejacking. Les clés de voiture sont subtilisées lors de cambriolages chez les particuliers. On devine facilement la suite. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Lorsqu'elle rentre chez elle, Katia a l'habitude de déposer sac à main, clés, portable, sur le meuble le plus proche de la porte d'entrée. Une habitude qui a servi les cambrioleurs, car en trouvant les clés, ils ont pu en un clin d'œil dérober sa voiture garée dans la cour. Katia, qui dormait à l'étage, ne s'est rendue compte du cambriolage qu'à son réveil. On ne réalise pas ce qui se passe, on se dit seulement ils m'ont piqué ma voiture, on fait le tour de la maison pour voir ce qui manque encore. Ce qui manque, on s'en rend vite compte parce que dans le cas présent, c'était essentiellement les clés, les papiers, un petit peu d'argent et de vêtements qui les intéressaient, mais rien de plus. C'est pas la hi-fi, c'est pas tout ça, c'est vraiment un cambriolage très très rapide, essentiellement pour les clés de voiture. Katia a été victime d'un carjacking, un cambriolage qui vise à contourner l'efficacité des systèmes anti-vol des voitures modernes. Ça devient très très long de les démarrer. Ils sont de mieux en mieux protégés, souvent avec des dispositifs anti-vol. Donc c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher les clés dans des appartements qui, eux, sont moins protégés. Cacher clés et papiers de voiture peut permettre d'éviter un tel vol, car les cambrioleurs ne perdront pas leur temps à les chercher. Quant aux voitures volées, elles sont revendues ou utilisées par les malfaiteurs. Ainsi, celle de Katia a servi à braquer 2 pharmacies. Politique, il faut quitter Paris pour coller à la France. Message de Jean-Pierre Raffarin le mois dernier à ses troupes. Le chef du gouvernement demandait à tous ses ministres de quitter la capitale 1 semaine par mois avec leur cabinet pour s'installer en province. Eh bien, voici le premier à tenter l'expérience. Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture et de la Communication. Il a pris ses quartiers aujourd'hui à Toulouse pour un séjour de 4 jours. On attend la suite et les autres. Jean-Pierre Raffarin, invité très attendu ce soir sur France 2 d'une nouvelle émission politique en première partie de soirée. 100 minutes pour convaincre. Bonsoir Olivier Mazerolle. Bonsoir. Alors que réservez-vous ce soir au Premier ministre ? Eh bien, Jean-Pierre Raffarin vient d'arriver dans nos locaux. Il sera dans une demi-heure assis dans ce fauteuil. Vous voyez derrière moi un immense mur d'images qui nous permettra d'avoir des duplex, de regarder des reportages. En duplex, nous aurons d'ailleurs Claude Allègre qui interpellera le Premier ministre. Celui-ci sera interrogé par des journalistes de France 2 comme Béatrice Schoenberg ou Dominique Verdeillan, qui est notre chroniqueur judiciaire, des signataires, des grandes signatures de la presse écrite également comme Nicolas Bétou, qui dirige la rédaction des Échos, Catherine Pégard qui est éditorialiste au Point. On parlera pendant 100 minutes avec Jean-Pierre Raffarin des questions qui intéressent les Français. Alain Duhamel les a fouillées, ces questions, pour pouvoir interroger le Premier ministre. Et puis, donc, au bout de 100 minutes, eh bien, nous en saurons plus sur Jean-Pierre Raffarin et plus encore sur les projets
qu'il nous propose. 20h50, 100 minutes pour convaincre. À tout à l'heure, Olivier. À tout à l'heure. La politique encore avec deux informations. D'abord, la mise en garde très vive et très inhabituelle de la Commission européenne à la France après le projet de budget 2003. La Commission se dit préoccupée, je cite, par un budget considéré comme trop laxiste. Et puis les salaires des fonctionnaires, ils seront revalorisés de 0,7% au 1er décembre. C'était un engagement du précédent gouvernement. Il a donc été confirmé. Sur l'année, l'augmentation sera donc de 1,3%. Alerte ce soir près de Saint-Nazaire, un incendie s'est déclaré sur un site Céveso de fabrication d'engrais sur un cargo dans le port. L'épais nuage de fumée blanche pourrait avoir des effets irritants. Les habitants des 3 communes de Saint-Brévin, Corsept et Paimboeuf sont donc invités à rester chez eux. 200 pompiers sont sur place pour tenter de noyer les cales du navire. Santé, la semaine du cœur avec un réel espoir pour les cardiaques. Une nouvelle grille placée directement dans une artère réduirait le risque d'infarctus et éviterait les pontages. Problème, le laboratoire pousse son avantage et fait monter les prix. La sécurité sociale hésite à rembourser. Au milieu, il y a les patients. Jean-Daniel Flézac et Rémi Poissonnier. Donc là, on va se mettre en place, on va mettre... C'est un progrès à peine visible, mais c'est une avancée énorme pour tous ceux qui, comme cet homme, ont une artère coronaire bouchée. Ce sont ces artères qui irriguent le cœur. Si leur calibre est trop rétréci, comme ici, le risque, c'est l'infarctus du myocarde. Le progrès, le voici. 18 mm de long, 3 mm de diamètre. On appelle cela un stent, un grillage qu'on va insérer dans le vaisseau en passant par une artère du poignet ou du pli de l'aine. On commence par aller écraser la plaque d'athérome, principalement faite de cholestérol, qui bouche l'artère. Ensuite, le stent va commencer son périple pour aller se mouler exactement sur le calibre du vaisseau qui vient d'être dilaté. Le problème, c'est que dans 20% des cas, le stent va se reboucher. L'organisme réagit contre lui en envoyant des cellules à travers les mailles du grillage. Voici à quoi ressemble un stent qui ne fonctionne plus du tout. La parade a été trouvée par un fabricant américain. Il enduit ses stents de sirolimus, un médicament anti-rejet. La substance est libérée pendant 30 jours. Elle réduit de plus de 80% le risque de rebouchage. On évitera ainsi un grand nombre de réhospitalisations. Mais le laboratoire veut faire payer le progrès très cher, 2500 € pièce, 3 fois le prix d'un stent classique. Résultat, le dispositif n'est toujours pas remboursé et on le pose au compte-gouttes. On a décidé en groupe d'implanter les patients qui avaient le plus haut risque de récidive, ceux chez qui c'était le plus élevé, c'est-à-dire les patients diabétiques. Et c'est ce sous-groupe de patients-là qu'on implante exclusivement. Avec 100 000 stents posés chaque année, les pouvoirs publics ne sont pas obligés de céder aux desiderata des laboratoires. Ils pourraient même exiger des évaluations supplémentaires. Mais pour l'instant, rien ne bouge et dans cette partie de poker, ce sont les patients qui sont à tout coup les perdants. Un problème qui guette tous les grands pays. Que faire des vieux téléphones portables dont les batteries sont très polluantes? Eh bien, vous le voyez, la Grande-Bretagne a engagé une spectaculaire campagne de recyclage. Les appareils ainsi récupérés, ou ce qu'il en reste, devraient être nettoyés et revendus en Asie ou en Amérique du Sud notamment. Les sciences, nouveaux progrès dans la connaissance de la planète Mars. Des chercheurs français ont identifié la cause des variations climatiques grâce à des clichés de la calotte glaciaire. Autre avancée, les robots destinés à se poser sur la planète rouge. L'un d'entre eux est testé en ce moment. Romuald Bonan, Laurence Decherf. La rapidité n'est vraiment pas son fort. Mais ce drôle d'animal de 40 cm de long a beaucoup d'autres qualités. Capable de supporter des températures de moins 50 degrés, des vents de plusieurs centaines de km/h ou encore de franchir, haut la patte, le moindre obstacle sur des terrains en pente. Bref, tout ce que l'on peut rencontrer sur la planète Mars. Mais c'est ici, sur l'Etna, que des scientifiques d'agences spatiales du monde entier ont voulu le vérifier. Car la surface du volcan sicilien ressemblerait beaucoup à celle du sol martien. S'il est jugé apte pour le service, le robot devrait rejoindre Mars vers 2005, où son collègue Rocky est resté ensablé depuis 1997. L'une des missions sera d'étudier le sous-sol de la planète, et notamment dans cette zone, la calotte glaciaire du pôle Nord, où les pentes d'énormes crevasses ont été repérées. Donc sur ces pentes, on voit des stries, et ces stries donc, témoignent de l'accumulation, donc plus claires ou plus sombres, qui témoignent de différences dans l'accumulation de ces couches. Et on pense que les couches sombres correspondent à des périodes d'orage de poussière, donc quantité de poussière plus grande.
Sur 250 mètres de profondeur, des couches de poussière et de glace qui ont mis 500 000 ans à se former. Ce sont en fait les traces les plus récentes des changements climatiques qu'a connu la planète, des périodes de glaciation brutales que les scientifiques voudraient comprendre. Sur notre bonne vieille terre, l'histoire de ce miraculé de la mer. Un plaisancier américain dont le mât s'est brisé, il a dérivé pendant 4000 km et il a survécu en mangeant des mouettes et des tortues. Christophe Duchiron. L'histoire qui suit ne manque pas de sel et encore moins de superlatifs. Voici donc l'incroyable aventure de Richard Van Pham ou les infortunes de la plaisance. Parti de Los Angeles début juin pour une balade de quelques heures, Van Pham n'a été récupéré que le 17 septembre dernier par un navire de la marine américaine. 3 mois et demi de voyage, 4000 km au compteur, à la merci des courants. Pris dans une tempête, le mât de son bateau se brise, sans radio pour communiquer, sans famille pour s'inquiéter. Le naufragé involontaire se retrouve bientôt sans nourriture, mais heureusement pas sans ressources. J'avais un bidon qui m'a permis de recueillir de l'eau de pluie, assez pour boire un verre par jour. J'avais une canne à pêche, alors j'ai pu pêcher du thon. Ce bateau était sa maison. Pour y survivre, Van Pham avait bricolé un barbecue de fortune pour faire griller les oiseaux qu'il avait préalablement assommés. Dans l'aventure, il a perdu 18 kilos, mais pas le sens de l'humour. À l'arrivée des Marines américains, et c'est authentique, ses premières paroles ont été « Alors les gars, quand est-ce qu'on mange ?» Cyclisme, une exclusivité France 2, le prochain parcours du Tour de France, celui du centenaire. À cette occasion, le tracé, vous allez le voir, retrouvera des étapes mythiques. Le départ sera donné de Paris. Nathanaël de Rinxin, Hervé Pozzo. La Tour Eiffel, la butte Montmartre, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame. À Paris, ce ne sont pas les monuments qui manquent pour donner du cachet à une course cycliste. Le 5 juillet prochain, le prologue du Tour sera organisé autour de la Maison de la Radio. Le lendemain, le départ fictif de la première étape sera donné au Stade de France. Le départ réel, lui, est prévu ici, devant le réveil matin de Montgeron. Exactement comme pour le premier tour, le 1er juillet 1903. À l'époque, la grande boucle ne comptait que 6 étapes, mais les 59 participants devaient parcourir 2400 km. Le 6 juillet prochain, le peloton rendra hommage à ces forçats de la route. Ils viennent ici pour dire merci. Et après, ils repartent de Montgeron. Et de Montgeron, ils font la première étape jusqu'à, je sais pas. Jusqu'à Meaux, terme de cette première étape. Puis le Tour partira vers Sedan et Charleville-Mézières avant de descendre vers Lyon et les Alpes. Au programme 3 étapes de montagne, dont l'Alpe d'Huez et ses fameux virages. Le 15 juillet, le peloton arrivera à Marseille pour une journée de repos bien méritée avant de reprendre la route en direction des Pyrénées. Istres, Rodez, Toulouse, puis l'école légendaire, le Tourmalet et l'Aubisque. Après un crochet vers Bayonne et Dax, les coureurs se disputeront une arrivée à Bordeaux. Les sprinteurs sont donnés favoris. La dernière difficulté sera un contre-la-montre entre Pornic et Nantes. L'arrivée du Tour est bien prévue le 27 juillet, comme d'habitude, sur les Champs-Élysées. Football, la Ligue des Champions, deuxième journée hier soir, enfin une victoire pour un club français. Lyon s'est imposé 5-0 contre les Norvégiens de Rosenborg, avec notamment 2 buts de Tony Vérel et ici de Sonny Anderson. Mauvaise soirée en revanche pour Auxerre, battu 2-1 par le Borussia de Dortmund avec une grosse erreur sur le premier but encaissé. Hier soir, Lens avait fait match nul à domicile face au Bayern de Munich, 1-1. Et pour terminer, ces photos inédites de stars, Brando, Montand, Delon ou encore John Wayne. Ce sont des épreuves tirées des archives de Paris Match. Les plus belles seront exposées à Euro Disney à partir de demain. Pascal Deschamps, Frédéric Basile. Instantané d'une star tenue en échec. Des stars en liberté, à l'abandon, presque vulnérables. Acteurs saisis entre deux prises, tuant le temps, comme ils peuvent. Une partie de cartes à la Cézanne, Gary, as-tu du cœur? Telles sont quelques-unes des petites pépites découvertes par hasard par un archiviste de Paris Match, qui bien sûr cherchait tout à fait autre chose, le jour où... Voilà, Alice Taylor dans Anne des 1000 jours, dans sa robe de princesse en train de jouer au golf. Tout est parti de là. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, on tient quelque chose. D'un carton à l'autre, c'est plus de 5000 photos qui furent extraites du filon. 200 furent publiées, dont 80% d'inédites. Delon photographe, le repas des Siciliens ou la sieste d'Orson Welles, le photographe est partout. S'ils voyaient le photographe arriver vers eux, ils n'allaient pas arrêter leur partie de cartes en disant non, non, pas de photos. Ce qui se ferait maintenant, à mon avis, plus. Et là, il laissait faire, ce qui nous a permis de faire ce... Oui, ils étaient absolument complètement accessibles. On pouvait faire
ce qu'on voulait. Je crois pas que ça les rend moins sympathiques de montrer ce genre de choses. Parmi les photographes publiés, Claude Azoulay. Aujourd'hui, il vit de la vente de ses clichés aux enchères. Photo d'un âge d'or, où le photographe lui aussi était en liberté. Aujourd'hui, ça a beaucoup disparu, ça se passe avec des photos volées, avec des portraits vite faits, entre deux portes, dans des journaux, surtout à scandale, où les stars ne s'y prêtent pas, mais les petites vedettes se prêtent au jeu du chat et la souris, en connivence avec les journalistes. Stars à l'écran, Star elle reste, figée dans ses instants. Pris dans l'action, ces clichés sont aujourd'hui chargés d'émotions. Ils restent comme des témoignages poignants, volés au temps. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet, l'info sur France 2, 20h50, donc 100 minutes pour convaincre. Jean-Pierre Raffarin face aux journalistes de la rédaction et d'autres, avec Olivier Mazerolle à la baguette. Minuit 22, dernier journal, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Noël Mamère, député vert de la Gironde. On se quitte sur un miracle, c'est évidemment en Italie. Image de cette fresque de Giotto sur les voûtes de la basilique de Saint-François d'Assise. L'œuvre s'était morcelée en 80 000 morceaux après le tremblement de terre de 97. Elle a été impeccablement restaurée. À lundi.